Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 41. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de discuter avec Rémi Echeberria qui a investi dans sa première colocation l'année dernière. Et donc il va nous raconter comment il a réalisé cette première opération parce que c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui et peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc pour contextualiser, eh bien Rémi habite dans la région lyonnaise et c'est dans cette région qu'il a souhaité investir parce qu'il voulait quelque chose qui ne soit pas très loin de là où il réside. Il a investi avec sa compagne et donc eh bien dans cette interview on va parler de différents sujets, notamment comment il a eu l'idée de faire une colocation, comment il s'est formé à cette stratégie, à cette niche immobilière. On va voir aussi avec Rémi eh bien un petit problème qu'il a eu lors de la rénovation de ce premier appartement. Donc c'était un 3 chambres, il en a fait un 4 chambres, donc pour essayer de maximiser le cash flow. Et donc il y a eu quelques petits pépins lors de ces travaux. On va discuter en détail de ce qui s'est passé et comment aujourd'hui il compte se prémunir contre ça. On va voir aussi bien évidemment l'ensemble des chiffres, aussi bien la rénovation que le prix d'achat, la négociation, les loyers qu'il a réussi à appliquer sur son bien qui est dans une catégorie plutôt haut de gamme, justement quel service il a inclus dedans. Et puis eh bien, on va voir également lors de cette interview eh bien, comment il a trouvé ce bien parce qu'il a fait affaire à un chasseur immobilier et en particulier une chasseuse. Donc voilà, c'est vraiment un épisode très très inspirant si vous souhaitez vous lancer dans la colocation. C'est parti! Bonjour Rémi et bienvenue dans le podcast Invest Immo Club. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Première interview pour moi. Petite pression, on est bon. Non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors, Okay. merci de partager, de bien vouloir partager ton expérience Avec avec tous les auditeurs. Mhm. Justement, pour les gens qui nous écoutent, puisque chaque investisseur a un peu une histoire différente, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous dire un peu ton parcours, ton background? Ouais. Alors, Rémi, 30 ans, je suis chef de projet informatique dans une entreprise industrielle. Après, rien de particulier sur le background. Je pense que j'avais un peu le mindset de tout le monde, le fameux mindset qui empêche d'avancer. Et c'est grâce à ma compagne qui m'a déclenché cette envie d'investir. Parce que moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était que pour les riches. J'étais fixé là-dessus. Et au final, début 2017, elle m'a montré quelques vidéos, je ne sais pas si je peux le citer, le monsieur de la Rat Race, c'est Camisette. Ouais. Donc là-dessus, voilà, j'ai franchement, au début, j'étais assez mitigé. Et puis, je me suis dit, bon, il y a plein de gens qui le font. Mais en même temps, c'est super enjolivé. Bon, c'est normal, c'est pour vendre un peu de rêve. Mais je me suis dit, bon, écoute, il faut essayer. Donc, j'ai compris que c'était quand même hyper complexe. Il y a beaucoup de contenu sur Internet, sur YouTube, Ouais. mais il faut quand même se former. Donc là-dessus, voilà, j'ai pris plusieurs formations et puis après, de fil en aiguille, ça a quand même duré quelques mois. J'ai pu me lancer sur les visites et puis investir finalement, c'est assez récent, ça date de l'année dernière. Et 2017. voilà, 2017, fin d'année 2017. Et au final, première colocation avec succès, exploitée depuis juin. Donc là, ça fait que quelques mois, mais tout se passe très bien et voilà, il y a un excellent cash flow. On en reparlera, Ok, alors, ouais, on va essayer de détailler un peu de ça, mais c'est super intéressant de voir que c'est ta compagne qui t'a Oui, mais initié, en tout cas, et qui t'a fait passer le déclic ouais. avec des vidéos. Donc, comme quoi, tu dis, est-ce que tu peux citer la personne dont tu as regardé des vidéos? Moi, je suis fervent défenseur que, effectivement, tout moyen qui est possible et à disposition pour déclencher le déclic est Oui. bon. C'est souvent ça qui fait défaut. Donc, chapeau à tous ceux qui réalisent des vidéos, des interviews, des témoignages pour montrer à des gens et à tout le monde que c'est possible. Tout à fait. Ouais, ouais.
Là-dessus, il faut vraiment. Après, il y a beaucoup de youtubeurs maintenant depuis 2017-2018, ça a explosé. Et c'est vrai qu'on peut facilement se noyer quand on est débutant là-dedans. Mais après, vous en suivez un ou deux, ils disent à peu près la même chose. Et c'est plus au feeling, on s'identifie au personnage. Et après, on dévie là-dessus. Et franchement, il y a trop à se lancer. Alors justement, tu dis que c'est ta conjointe, ta compagne qui t'a inspiré et qui t'a donné le déclic. Et finalement, c'est quand même toi qui as fait la démarche de prendre des formations et après toute la démarche d'investissement, visite, etc. Ça, c'est aujourd'hui, tu le fais tout seul ou alors justement, vous êtes en couple pour le faire? Alors, on s'est formé au début à deux. Et elle a vu que ça avait beaucoup de travail. Et elle m'a dit, bon, je te laisse faire, tu es quelqu'un d'organisé, tout ça. Et vu qu'on avait un projet d'enfant, donc elle est tombée enceinte en même temps qu'on se formait, tout ça. Donc elle m'a dit, en tant que future maman, je pense que j'aurai d'autres choses à faire. Donc je te fais 100% confiance. Je maîtrise la partie théorique et tu me consulteras sur les achats puisqu'on achètera à deux de toute façon. Et voilà, ça c'était comme ça, sur relation de confiance. On achète à deux. On a plus de capacité d'endettement, capacité d'emprunt, et puis là-dessus tout roule. Mais c'est beaucoup basé sur la confiance. Bon, ben là, après on profite tous les deux des loyers tous les mois, mais c'est vrai que le déclic, je lui dois là-dessus la fière chandelle. Excellent. Alors, on va aller justement sur ce premier investissement réalisé. Donc, tu l'as dit, on va pas faire de mystère. C'est une colocation et donc vous l'avez réalisé l'année dernière. Alors, est-ce que tu peux me raconter, voilà, un petit peu l'origine de à partir du moment où tu t'es dit bon, ok, je vais commencer à investir, et puis à partir de là, quel cheminement tu as eu sur je vais chercher dans tel endroit, je vais chercher tel type de bien, etc. jusqu'à la visite qui a abouti au bien que tu as acheté. Parce que j'imagine que c'est peut-être pas la première visite. Non, c'est pas la première. Ouais. Donc, comment ça s'est passé tout ce cheminement à partir du moment où tu te dis ok, je vais investir? Comment tu as pris le bout de la chandelle? Alors, comme je disais tout à l'heure, je sais pas. On va l'inventer, c'est pas grave. Sur le principe, je disais tout à l'heure, beaucoup de formations, donc au final 7 mois, plusieurs formations, pour au final me rendre compte, sur la première formation, c'était plus que location meublée. J'investis à Lyon, donc c'est très difficile d'avoir des rentabilités qui sont celles annoncées dans toutes les vidéos qui vendent du rêve, entre guillemets. Donc, il y a d'autres moyens de louer, et comme la colocation ou la location saisonnière, qui permettent d'avoir des cash flows qui sont vraiment super intéressants. Dès le premier mois, on rentre des sous. C'est pas au bout de la fin de l'emprunt qu'on commence à gagner de l'argent, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il y a un peu plus de gestion, et c'est plus difficile à mettre en place, mais ça reste largement faisable. Donc là-dessus, je commence mes visites après la formation. Et je me rends compte que les prix sont vraiment très élevés suivant les quartiers. Donc, c'est comme ça que je commence à cibler. Parce que quand on fait tous les calculs suivant les annonces, on se rend vite compte, ça on le dit souvent, qu'en fait, il n'y a aucun bien rentable. Donc ça pose problème. Ce qui fait qu'on va cibler des quartiers où les prix sont plus abordables. Donc moi, par exemple, j'ai investi à Lyon 9. Je me suis vite focalisé là-dessus. Donc, le 9e arrondissement, pour ceux qui connaissent, c'est Vest. Et j'avais aussi ciblé mes recherches sur Villeurbanne. Donc là, c'est vraiment la périphérie très proche de Lyon. Villeurbanne, ok. Voilà, où il y a encore le métro qui passe. Donc pour les gens, c'est quasiment Lyon. Donc là-dessus, il fallait que je reste dans la ville, parce que colocation, ça signifie beaucoup de demandes. Et pour avoir beaucoup de demandes, il faut être proche d'une ligne de métro. Donc là-dessus aussi, je basais mes recherches suivant ça. Les transports en commun, c'est la base. L'emplacement, c'est le premier des critères. Donc là-dessus, il ne faut pas se louper. 2 mois de visite, tout seul. Je me rends compte que j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Combien de visites à peu près tu as effectué? Une vingtaine tout seul, à galérer et franchement limite à se décourager. Et c'était quoi les galères au final que tu as ressenties, et c'est quoi les moments de solitude que tu ressentais dans ces visites? Parce que quand tu allais visiter, tu voyais et tu avais déjà vu le prix que c'était, donc tu avais déjà fait un filtre, on va dire, par rapport à ce prix-là, donc ça correspondait plus ou moins à ce que tu cherchais en termes de prix. D'ailleurs, c'était quoi la fourchette que tu t'étais donnée? Moi, je voulais faire 250 000. Ok, 250. Donc, au niveau du prix, c'était à peu près déjà ciblé. Et qu'est-ce qui faisait que tu trouvais ça difficile? Alors, c'était quoi les désillusions que tu avais pendant ces visites? Alors, en fait, le prix du bien plus les travaux, ça collait jamais. Et après, si on rajoute les frais de notaire, pareil, on explose l'enveloppe. Et en fait, vu que c'est le premier investissement, qu'au début, on n'est vraiment pas sûr de soi, quand dans les vidéos, ils disent faut faire moins 100 000 sur l'offre, en fait, ça, dans la vraie vie, à moins d'être très à l'aise et de tout oser, c'est très dur d'aller voir l'argent, et en fait, on est décrédibilisé pour la suite. Malheureusement, si on lui dit non, mais moins 100 000, enfin, sans forcément argumenter,
Là, on passe pour un clown, donc il faut éviter. Toujours choisir des biens qui ont beaucoup de travaux. Donc, c'est le seul moyen d'argumenter. Mais même avec ça, j'avais du mal à faire des offres agressives. Donc, je me suis dit, au fur et à mesure, j'arrivais à avoir un petit réseau. Donc, c'est une agente immobilière qui m'a dit, je connais une chasseuse expérimentée qui voilà, est vraiment très à l'affût, très réactive et qui va vous permettre de gagner du temps. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et au final, au bout des 2 mois de visite où j'ai quand même beaucoup appris, je me rends compte que l'immobilier, c'est difficile. Là, je me dis, ça peut être une façon de ne pas abandonner et puis de poursuivre l'étape, de donner encore une chance à ce fameux pilier d'enrichissement qui est l'immobilier. Et voilà, donc rencontre, signature du mandat. De toute façon, on ne paye pas le chasseur tant que le bien n'a pas été signé en acte définitif. Donc au final, c'est une garantie de résultat. C'est pas un forfait qu'on paye pour lancer une recherche. Donc ça, c'est super intéressant et ça donne une sécurité. Alors justement, c'est intéressant sur le fait de prendre les services d'un chasseur ou d'une chasseuse, en l'occurrence dans ton cas. Pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, c'était combien l'enveloppe, la prestation, le prix, les frais de la chasseuse que tu as embauchée? Alors après, c'est en dessous de 200 000 euros, c'est 6 000 euros, c'est forfait. Puis après, c'est un certain pourcentage. Donc dans mon cas, au final, c'était moins de 200 000. Et donc, ce qui fait que j'ai payé 6 000. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tous les frais cumulés plus 6 000, en fait, on explose encore plus l'enveloppe. Mais au final, non, parce qu'elle va négocier pour nous, on arrive à l'intégrer, à l'absorber. Et puis, ça permet d'avoir aussi un accompagnement. Quand on démarre, il y a tellement de choses à maîtriser de tous les côtés que finalement, elle m'a recommandé un notaire. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, alors que j'en voyais pas vraiment l'utilité. On dit toujours qu'il faut avoir un notaire, mais c'est difficile à justifier quand on l'a jamais fait. Après, elle m'a recommandé un artisan. Bon, au final, ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai pu avoir mes devis en temps et en heure. J'ai pu aller voir la banque, faire mon financement tout carré. Donc, au départ, constituer son équipe. Moi, je suis passé par le chasseur qui m'a donné tous ses partenaires. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a fluidifié le process. Et est-ce que, comme tu disais, après avoir fait des recherches tout seul, d'avoir cette personne à tes côtés, ça t'a aussi aidé à être plus, on va dire, motivé, à te remotiver sur la recherche, c'est-à-dire, bon, ok, en fait, je vais pouvoir trouver des choses. Et est-ce que tu as vu vraiment une différence entre le moment où tu cherchais tout seul et le moment où tu es passé via cette chasseuse? Oui, alors quand on prend un chasseur, il faut être hyper réactif. Donc, elle a des logiciels qui tournent en permanence, qui scrutent tous les sites. Donc, ce qui fait qu'elle a plusieurs offres par jour. On passait par une application. Donc, elle me disait, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Elle peut aller visiter ou on fait la visite ensemble le soir même. Il faut être super actif. Donc, au moment où elle disait, il y a une annonce, regardez-là, est-ce que ça vous intéresse d'abord? Et si oui, elle allait le visiter toute seule ou alors vous y allez à deux? Alors, il y a plusieurs. Le mieux, c'est quand même d'y aller, mais on peut faire une visite virtuelle. Donc, elle prend son téléphone. Si vraiment on n'a pas le temps, elle veut le faire en journée. Elle peut aussi faire toute seule, nous faire un compte rendu. Mais moi, je me rendais vraiment disponible. J'allais le soir, direct. On déprogramme tout ce qu'on fait et on saisit l'opportunité. Mais moi, au final, ça a vraiment duré qu'une semaine, cette chasse. Okay. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. On a trouvé une petite perle en dessous du marché. Au bout d'une semaine, j'ai dû faire 4-5 visites avec elle. Et voilà, elle a tout débloqué d'un coup. C'était assez exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance. En tout cas, cette chance a été provoquée parce qu'au final, j'ai galéré 2 mois avant. Après, là, bon, c'était peut-être un hasard. On ne sait pas. On verra sur le deuxième investissement. Mais prix en dessous du marché, qui collait aux critères. Donc là-dessus, elle a vraiment bien travaillé et dans un temps record, une semaine. Ouais. Ok. Alors justement, pour terminer avec le suspense, ce bien-là, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quels étaient les prix affichés, combien tu as réussi, vous avez réussi avec la chasseuse à le négocier, et puis quel type de travaux, puisque j'imagine qu'il y avait des travaux, vous avez pu faire? Alors, sur le prix affiché, c'était 129 000 pour 75 mètres carrés, donc c'est vraiment exceptionnel pour Lyon 9e. Même si ça fait quoi? Ça fait moins de 2 000 euros le mètre carré? Ouais, ça fait, je ne sais plus, 1600 et quelques. Et en tout cas, dans ce quartier, normalement, c'est 2004 à peu près, le mètre carré. D'accord. Et franchement, là-dessus, j'étais donc déjà là, super 30% de moins que le prix du marché, quoi. Moyen. Voilà. Déjà, rien qu'au prix, c'était super. Et elle a dit, suivant la situation du vendeur, parce qu'elle avait tapé le terrain, avec son expérience aussi, elle a dit, je pense qu'on peut négocier quand même quelque chose. Et moi aussi, j'avais bien envie pour absorber ces frais de chasse. Elle m'a dit, pourquoi pas faire moins 10 000. Donc, au final, on s'est aligné 119 000 euros. Donc là, ça fait un prix du mètre carré 1500 et quelques, donc une bouchée de pain. Et au final, voilà, quelques jours après, l'offre acceptée. Et par contre, on a été très, très rapide. C'est-à-dire qu'on visite. Donc, elle m'appelle la journée. Le soir, on visite. On fait l'offre dans la foulée. On signe
signe direct. Et je ne sais plus, moi, c'était peut-être un jeudi. Le lundi, on a eu la réponse. Et puis voilà, après, c'est le soulagement. Et puis, il y a tout le process qui s'enchaîne. Elle nous accompagne. Mais le plus dur, voilà, c'est cette offre et le fait qu'elle soit acceptée sans renégociation. Parce qu'en général, ils disent, OK, bon, moins 10 000, on coupe la part en deux. Enfin, ce genre de négociation. Non, là, il n'y a pas eu besoin. Je ne sais pas si ça a joué en notre faveur. Mais en tout cas, quand on a visité, ma conjointe était déjà bien enceinte. Vu que moi, je n'osais pas trop dire c'est pour investir, parce que j'avais honte, entre guillemets, de passer pour quelqu'un qui va faire du business, comme ça, faire de l'argent. Parce que la propriétaire, c'était avec elle en direct, faisait la vente? Non, il y avait un agent. Il y avait un agent immobilier. Voilà. Mais tu l'as rencontré au moment de la visite? Oui, je l'ai rencontré au moment de la visite et il m'expliquait la situation. Oui, c'est une dame âgée, elle n'habite plus dans cet appartement, donc l'odeur aussi témoignait de ça. C'était pas insalubre, mais c'était vraiment dans son jus, assez vieux. Elle arrivait à se projeter. Et voilà, une personne de 91 ans. Il y avait aussi ses 2 filles qui étaient propriétaires, puisque le mari était décédé, avait transmis ses parts. Donc 3 personnes au final sur ce bien. Donc c'est pour ça que les 10 000 sont passés vraiment comme une lettre à la poste. Ça fait 3 000 € de moins chacun. Donc de leur fenêtre, c'était moins pénalisant. Ouais. Et voilà, c'est vrai. Je pense que le fait de dire on a vendu à une famille qui va s'agrandir, je ne sais pas si ça a joué. En tout cas, c'est passé, il n'y a pas eu de renégociation. Exactement. Est-ce que tu sais s'il y a eu d'autres visites entre justement, par exemple, tu disais le jeudi et le lundi où elle a accepté l'offre pour fixer… Je crois qu'il y a eu d'autres offres qui étaient encore plus agressives que la nôtre, qui ont été refusées. Peut-être que ça aussi, ça a joué dans le process de vente. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent avant nous, au final, ils nous aident, puisque nous, on va arriver à se projeter sur une estimation de prix qui est peut-être plus juste. Et si elle a eu moins 20 000 avant, maintenant on lui propose moins 10 000, bon, ben, elle se dit, au final, j'ai gagné 10 000 € là, en l'espace de quelques jours, alors que son bien était déjà en dessous du marché. Mais je pense qu'elle était assez pressée de vendre, puisqu'il y a la maison de retrait, tout ça. Il y a toujours des circonstances qui font qu'on arrive à vendre en dessous du marché, il y a un vendeur pressé, et ça colle. Mais ça, c'est pas un cas isolé, je pense. Ouais, non, c'est sûr, c'est un alignement de planètes, comme on dit, voilà, qu'ils font, comme tu disais, qui a aussi été provoqué avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as fait 20… La tête de visite, à 2 doigts d'abandonner. Enfin, voilà, il n'y a rien qui est facile, mais il faut s'entourer des bonnes personnes et après retrouver des déclics comme ça. Ok, donc 119, quelle part de travaux? Alors après, on a fait enveloppe travaux 48 000 €. Donc, on a tout refait du sol au plafond. Au moment où tu visites, oui. Avec l'artisan, oui, j'ai oublié de le préciser. D'accord. Oui, avec l'artisan qui nous envoie le devis le lendemain. Avec l'artisan qui a été recommandé par la chasseuse. Donc, au moment où vous allez visiter, le soir même, vous êtes du côté acheteur, donc toi, la chasseuse et l'artisan. Oui. Ok. Et ma conjointe. Ok. Voilà, donc, on est arrivé en masse et c'est vrai que là, tout a été fait, toutes les mesures ont été faites. On a dit, donc, comment on peut optimiser ce bien? Donc, il y avait un grand séjour, ok, on peut rajouter une chambre. Je demande à l'artisan, je lui dis si on rajoute une chambre, là ça va vraiment être un cash flow de folie. Il m'a dit ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc au final, il fait les plans, dans le mail, il m'envoie devis, chiffrage, tout nickel. La chambre rentre, donc d'un T4 on en fait un T5, donc ce qui signifie 4 loyers. Et au final, ce qui fait vraiment la différence dans le cash flow positif, on dépasse les plus de 500 € avec le crédit. On reparlera de ça après, mais c'est vrai que la colocation, à chaque fois qu'on va rajouter une chambre, il faut toujours essayer de visiter un bien et se dire où est-ce que je pourrais rajouter une chambre. Et là, si on rajoute une chambre, c'est super bonus. Ouais. Donc, 75 mètres carrés, vous imaginez de faire 4 chambres. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que l'artisan a réussi à te faire un devis très rapidement. Tu dis le lendemain de la visite, il t'a fait un devis. Voilà, il était à fond parce que… Ça, c'est extrêmement rare. Hein. je l'ai appris après que c'était extrêmement rare et on me disait normalement c'est 2 semaines parce que en fait j'avais visité d'autres biens tout seul et le gars il me dit ouais je fais toutes les mesures. Déjà il mettait 3 heures à faire les mesures et il me dit ok dans 2 semaines vous aurez un chiffrage. Je lui dis non mais je peux pas faire d'offre si je sais pas combien à peu près. C'est toujours ça, voilà le problème. C'est jamais aligné. Il faut être. C'est le lendemain au plus tard où on dit je veux proposer un prix. Donc là, l'artisan a vraiment joué le jeu. On a fait des misères après, mais là-dessus, super. Donc chiffrage très proche de celui de la fin. Même la grosse maille a suffi. Donc moi, j'étais très content. Il n'y a pas eu de dépassement. Super là-dessus. Donc combien? 50 000 tu disais sur les travaux? Voilà à peu près 48 000. Donc sachant que j'inclus à l'intérieur la cuisine, donc il y a un gros chiffrage de l'artisan entreprise généraliste, donc on refait tout du sol au plafond, plus la cuisine, donc il y avait 7 000 € de cuisine.
D'accord, ok. Et donc, alors, justement, tu nous détailles que, et tu l'as dit déjà 2 fois de façon subtile, qu'il y a eu des problèmes avec les travaux. Oui. Quels ont été ces problèmes en fait? Est-ce que tu peux détailler un petit peu pour les gens qui nous écoutent de Ouais. savoir ce Eh qui ben, peut je arriver, pardon. pense je pense qu'il y a eu un problème d'expérience et de gros chantiers en même temps. Donc, quand je l'ai vu, donc c'était en septembre 2017 pour visiter l'appartement, où il m'a transmis le devis le lendemain, je pense qu'il n'était pas sur des énormes chantiers et il avait beaucoup de dispo. Au final, il commence en janvier 2018 et là, il commence à prendre d'autres chantiers en même temps. Donc, c'est là où les problèmes arrivent. C'est-à-dire qu'il a eu un peu, je pense, l'appât du gain. Normalement, c'est un gros chantier et deux petits à côté ou un petit. Et là, il a fait deux gros chantiers et un petit à côté. C'est pas gérable. Au final, même si je faisais des suivis toutes les semaines, donc on se voyait 1 à 2 heures tous les mardis soirs, c'était notre rituel. Moi, vu que je n'avais pas beaucoup d'expérience, je savais pas si ça avançait vraiment par rapport au planning, même s'il m'avait transmis un planning détaillé, je n'arrivais pas bien à juger. Il s'était engagé sur des délais fin mars, donc ça fait de janvier à fin mars. Début mars, je vois que en fait, on finira jamais à la fin du mois. Je lui dis, il faut vraiment s'activer. Et il était très persuasif et il disait, non, mais vous inquiétez pas, je double, je triple les équipes. Fin mars, ça sera nickel. On arrive fin mars, c'est toujours pas bon. J'ai déjà Donc entendu ce là, discours, effectivement. voilà, Les autres, c'est toujours comme ça, ils sont. Mais vous inquiétez pas, là, c'est c'est ça. juste, Non, mais c'est on bon, a c'est fait le bon. gros, c'est Voilà. juste les détails qui restent à faire. Pas de Et en souci. fait, c'est plus long. Le gros œuvre, au début, c'est super impressionnant et ils disent, non, mais regardez, mais il n'y a aucun souci à se faire. Dès qu'on arrive dans la finition, le ratissage, la peinture, donc ce qui prend le plus de temps, mettre le faux plafond, tout raccorder, jointer tous les murs. Si on veut vraiment faire un travail de qualité, ça prend des semaines et des semaines. Et là, il était super convaincant et je me suis fait avoir avec cette confiance. Tous les mardis, il me disait, dans 2 semaines, c'est fini, cette fois, c'est la bonne. Non, mais c'était à devenir fou. Et j'avais aucun moyen de pression parce que j'ai fait l'erreur. Il me disait en fait, alors suivant l'avancement du chantier, il faut débloquer tel échéancier. Bon, moi je fais confiance pour le motiver justement. Moi je me dis la récompense c'est de payer en temps et en heure les artisans. Ils travaillent, ok, je rémunère. Par contre là, c'était pas du tout en corrélation avec l'avancement des travaux, mais ça, ben, c'est erreur des débutants. Ce qui fait que je pense que j'ai débloqué trop de fonds par rapport à l'avancement, et après il avait un peu plus de marge, il se permettait d'aller sur d'autres chantiers, je pense. Donc on s'est, voilà, l'échéancier de facturation n'a pas été bien respecté, mais là c'est de ma faute. Et bah, ce qui fait que sur les prochains, je serai doublement attentif. Donc, alors, le prochain artisan, il sera payé au jour près en fonction de l'avancement réel du chantier et pas estimé ou dans 2 semaines, c'est fini. Alors, Parce que justement, néanmoins, au départ, il avait quand même tout bien, il présentait très bien, il avait donné un oui, planning, il avait été très très réactif. Donc effectivement, on se dit, le gars, il est carré, il est et ordonné, recommandé. voilà, Recommandé, c'est et ça il est le plus recommandé en important. plus. Donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Et malheureusement, il, bah voilà, il a peut-être pas aussi lui géré, il s'y attendait pas à ce que ça lui prenne autant de temps. J'imagine, on se met dans la peau C'est ça. de ce gars-là, il Et se dit, bon, après, bah, forcément, les chantiers, bah, ok, ils commencent tous les deux en même temps, bon, c'est pas grave, je vais assumer. Et puis au final, il s'est retrouvé un peu au pied du mur. ça colle pas. Et bah, finalement, c'est toi qui en fais les frais. Mais les différents acomptes que tu lui versais, en fait, c'était Mm-hmm. pour payer ce qui devait être fait ou c'est pour payer ce qui avait déjà été fait, en fait? Alors, normalement, c'est vraiment à l'avancement, donc ce qui avait déjà été fait. Mais quand on arrive vers la fin du chantier, après, c'est vraiment très compliqué d'arriver à évaluer par rapport à l'échéancier, parce que de toute façon, dans les termes techniques, on peut se faire embrouiller en 2 secondes. Et après, il dit, on veut le dépanner. Oui, mais là, donc, je suis un peu tendu en trésorerie, tout ça. Est-ce que vous pourriez, vous inquiétez pas, je vais avancer. Mais si on veut que le chantier se passe bien, si on est humain, effectivement, on veut l'aider. En plus, il a fait des efforts jusqu'à présent, mais c'est après où ça a un peu dérapé, quoi. Mais ça aurait pu ne pas se passer comme ça, mais je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça a dérapé malheureusement. Ouais. Alors, tu m'as dit que dans ce bien, eh ben, tu as fait et créé 2 salles de bain, alors Oui, qu'initialement, il y en avait une seule. oui. Donc, 2 salles de bain pour 4 chambres. D'où est-ce que t'es venue cette idée et pourquoi tu as décidé de faire ça, en fait? Et est-ce que c'est facile à réaliser? Alors, au départ, moi j'étais vraiment sur, c'est impossible techniquement, d'après ce que je voyais du plan, de faire 2 salles d'eau. Donc je vais garder la salle de bain, je vais la refaire toute nickel. Et l'intérêt aussi de prendre des formations, c'est qu'on a des coachings.
Donc, je ne sais pas si je peux citer la personne chez qui j'ai pris la formation. Oui, vas-y. Ouais. Donc, Audrey Perrin, Audrey propose sa formation et elle propose aussi des coachings. Donc, j'ai fait un coaching avec elle au moment où on faisait les plans. Et elle me dit, franchement, je te conseille, c'est pas une obligation légale, hein, mais 2 personnes, 1 point d'eau, c'est l'idéal. Je lui dis, mais regarde le plan, là, on peut pas. Donc, elle fait 2-3 dessins, tout ça. Elle me dit, non, mais regarde, ça passe. Elle m'a dit, fais valider à l'artisan, mais je suis sûr que ça passe. Bon, moi, j'étais pas très pour parce que ça allait m'augmenter l'enveloppe budget. Après, par rapport à la banque, moi, j'avais pas du tout anticipé. Donc, j'étais ric-rac. J'ai présenté l'enveloppe telle que ça avait été fait au départ. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va tenter et je vais dire à l'artisan, vous m'en faites rentrer 2 pour le même prix. Ok, parce que ça, cette décision et cet ajout de salle de bain, il s'est décidé après avoir déjà obtenu le prêt, après déjà avoir signé l'acte authentifié. Voilà. En fait, compromis de vente, c'était en septembre. Et moi, je suis allé voir Audrey, c'était en novembre. Donc, j'étais entre les deux. Mais au niveau du financement, tout était déjà calé. Donc, moi, je ne pouvais rien modifier. D'accord. Si l'artisan avait voulu me faire un mauvais coup, il aurait pu me dire, OK, ben, la salle de bain, moi, ça peut rentrer, mais c'est plus 3 000. Et à ce moment-là, j'aurais dû le mettre de ma poche parce que la banque, c'était déjà tout ficelé. Donc là, il a joué le jeu parce que je n'avais pas négocié en amont pour avoir une enveloppe volontairement gonflée. Et je lui ai dit, j'ai joué le jeu, pas de négociation, donc vous me faites rentrer ça. Il a dit, OK, pas de problème. Donc, au début, de bonne foi. Et moi, j'étais super content. Donc là, je remplissais mon objectif d'avoir un point d'eau pour 2 personnes. Et je me disais, ça colle aussi avec l'image que je veux donner de ma colocation, que je voulais tout confort. Donc, parce que aujourd'hui, pour avoir des loyers dans une fourchette haute, il faut avoir en parallèle des services qui sont, on va dire, à la hauteur, un standing qui reflète le prix du loyer. Ok. La base, c'est d'avoir un point d'eau pour 2, après un équipement de super qualité. Donc ça, c'est aussi les conseils que peut donner Audrey, c'est-à-dire de respecter les locataires, les colocataires, qui nous le rendront par l'entretien du bien, mais aussi par les loyers qu'ils vont payer. D'accord, ok. Parce que pour donner une ordre d'idée, les loyers que tu appliques dans cette colocation, maintenant qu'elle est finie, ils sont à combien et voilà, par rapport au prix du marché normal dans cette localisation, c'est-à-dire le 9e arrondissement de Lyon. Alors, c'est vrai qu'au prix d'achat, le mètre carré peut changer d'un arrondissement à l'autre. Mais après, pour se loger, sur les loyers, ça varie pas tant que ça. Donc, ce qui fait que c'est vraiment à notre avantage quand on investit dans des quartiers comme ça. Il suffit d'avoir le métro et les loyers sont dans la fourchette. Après, on choisit. Moi, fourchette haute, donc j'ai mis 520 € charges comprises pour les 2 chambres grandes, entre guillemets, qui font entre 10 et 11 mètres carrés. Et les 2 plus petites chambres, donc de 9, 9,5, c'est à 490. Donc, au final, ça fait un loyer total de 2020 € pour une mensualité de crédit de 1000. Donc là, c'est super intéressant. Donc là, ça fait 1000 € de cash flow brut. Mais au final, si on retire toutes les charges, ça fait 500 €. Donc, c'est vraiment un super cash flow. Sachant que pour optimiser ça, sur le financement, on a réussi à négocier un différé de 2 ans total. Donc, différé total, ça signifie qu'on ne paye que l'assurance de prêt. Dans mon cas, je l'ai renégocié en plus, donc je paye que 5 € par mois. Donc, au lieu de payer 1000, je paye 5 €. Donc voilà, après, on peut faire le calcul. Donc, on se rapproche de 1005 de cash flow sur tout différé. Donc, c'est hyper confortable. Pendant les 2 premières années. Voilà, on rembourse tout l'apport personnel qu'on a fait pour les meubles. Donc, pour ma part, c'était environ 9000 €. Donc, c'est vrai, c'est une somme qu'il faut retirer. Donc, on ne peut pas partir non plus sans rien dans l'immobilier, surtout quand on fait l'immeublé. Il faut se donner un petit billet et puis aussi pouvoir gérer des vacances locatives, bien que dans les grandes villes comme Lyon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il faut avoir un bon 10-15 000 de côté si on veut faire une vraie coloc avec tous ces meubles qui m'ont fait sortir 9000 €, mais qui sont remboursés en quelques mois grâce à ce différé. Et excellent parce que, donc toi, tu dis les 9000 €, c'est pour l'achat des meubles. Voilà, 9000 € tout compris. C'est pas l'apport parce que le prêt, il a été financé à 110%. Pour l'achat, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les frais de chasseur, etc. Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais financement 110%. À l'époque, on était dans une situation qui n'était pas très confortable, enfin vis-à-vis de la banque, puisqu'on a acheté notre résidence principale sur plan et elle a mis plus d'1 an et demi à se construire. Ce qui fait qu'au moment où je suis allé voir la banque, on était locataire et on avait acheté sur plan. Donc, on n'avait rien remboursé, on payait des intérêts intercalaires. Donc, je vais voir, premier réflexe, je vais voir courtier. Je lui dis, combien je peux emprunter ?
elle dit OK sur le papier comme ça. J'ai l'offre, enfin j'ai le bien, l'offre acceptée. Je vais la revoir. Elle me dit Crédit Foncier, donc une banque qui est super réputée pour les investisseurs, ils vous suivent même pas. Je dis ah bon, c'est quand même bizarre ça. Donc j'étais déçu. Je me suis dit oh là là, mais j'ai trouvé le bien. Et le Crédit Foncier qui suit beaucoup d'investisseurs parce qu'ils ont des taux plus élevés et c'est leur credo, ne me suit même pas. Heureusement, j'étais allé voir par ailleurs ma banque et qui elle connaissait ma situation parce que c'est elle qui m'avait financé la résidence principale, donc c'est pour pas la citer, c'est le Crédit Agricole, donc super banque d'investisseurs. Crédit Agricole, ok. En tout cas, dans ta région, parce qu'après, c'est vrai qu'en général, Crédit Agricole, ils sont connus pour suivre les investisseurs. Toi, en l'occurrence, Crédit Agricole, je ne sais pas dans quelle caisse. C'est Sud-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, excellent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être intéressant à solliciter. Donc, eux, ils ont 20 ans, voilà, ils ont 20 ans maximum. Ils ont accepté malgré les situations qui paraissaient risquées pour Crédit Foncier et parce qu'ils ne connaissaient pas non plus la gestion des comptes en détail. C'est bizarre qu'ils ne soient pas allés plus loin. Mais c'est vrai que là-dessus, Crédit Agricole a suivi les yeux fermés. En plus, pour le premier investissement, c'est le plus facile à financer, mais c'est le plus difficile par ailleurs à mettre en place. Donc, on a un avantage sur le financement, mais par contre, il faut traverser un peu des galères et c'est cette expérience qui va nous permettre d'apprendre. Mais sur le financement, c'est pas vraiment un problème si on a une situation, on va dire, classique. Donc, nous, on a 2 CDI. C'est vrai qu'il y a souvent un débat sur investir à 2 parce que les gens ont toujours peur des séparations, donc ça pose des problématiques. Parce que là, c'est vrai qu'on a acheté en indivision en cas de rupture, ce que je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, on est obligé de revendre le bien. C'est du 50-50, donc il faut se mettre d'accord. Moi, pour l'instant, totale confiance. Après, il faut voir avec qui on investit, bien sûr. Mais investir à 2, pour nous, c'était de base. On ne s'est même pas posé la question, j'investis tout seul parce que c'est moi qui vais faire les démarches. Il n'y a pas de ça. Mais il fallait, par rapport à la banque, avoir cette capacité qui permet vraiment de doubler, carrément. Donc là, c'est super intéressant. Et plus on a de revenus, plus aussi on est nombreux, plus ça permet de négocier les conditions. Donc 110%. Après, on a négocié donc ce fameux différé total. Donc toutes les banques ne le font pas. Pour tous les gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est une des choses les plus importantes à négocier parce que ça permet, en l'occurrence, de récupérer une épargne de précaution. Voilà, ça refait un matelas et même ça la dépasse parce que là, les 9 000 euros, je vais les atteindre dans quelques mois. Donc après, c'est du bonus pour booster le prochain invest et financer les futurs meubles. Ce qui est important aussi à négocier, c'est pour moi, c'était la modularité du crédit, puisque j'étais un peu frustré d'avoir 20 ans. Et au final, ils disent, avec les reports mensualités, les baisses, on peut aller jusqu'à 36 mois supplémentaires. Sur le papier, j'ai donc emprunté à un taux de 20 ans sur 23 ans. Ouais, exactement. Voilà. Mais cette option qu'on pourra activer qu'après 1 an de remboursement effectif. Donc ça, je le ferai jouer plus tard. Et ça, c'est à garder en tête. Si y a un moment où on veut vraiment générer beaucoup de cash flow pour se dynamiser pour la suite, à ce moment-là, on active cette carte, mais il faut avoir déjà un peu de recul à 1 an sur le remboursement de crédit. Ok, d'accord. Excellent. Merci beaucoup pour ce point sur le financement. Juste pour donner une idée, si c'est une information que tu veux bien partager, pour que les gens puissent identifier, le revenu que vous avez à 2 avec ta conjointe, c'est à peu près dans quelle fourchette? Donc là, sur le revenu mensuel net du foyer, on est à 4 700 euros. D'accord. Après, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir, entre guillemets, autant de revenus. C'est un peu plus haut que la moyenne, c'est pas exceptionnel non plus. Il y a plein de gens qui ont des revenus largement supérieurs qui investissent pas du tout. Mais le critère que j'ai appris sur les banques, c'est en fait j'ai fait des super montages sur comment ce bien va me générer de l'argent. On va dire qu'ils ont quasiment pas regardé. Ça m'a servi plutôt à moi. En fait, ils ont dit votre salaire, ok, le reste à vivre, bon, ok. Et le reste à vivre, ça me suffit. Vous êtes déjà dans le vert, on vous finance. Donc pour moi, c'est passé comme ça, mais si vous avez un reste à vivre qui est un peu limite, à ce moment-là, le dossier pour défendre votre projet, là, aura toute son utilité. Mais sachez que la gestion des comptes, le reste à vivre, c'est 80%. Les banques aujourd'hui ne comprennent pas toujours, ça dépend des conseillers, pourquoi on investit avant une résidence principale ou pendant la résidence principale. Pour eux, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça aide pas mal. Ouais, effectivement. Et puis c'est vrai que, encore une fois, le système de prêt immobilier en France, il est basé sur
la situation de l'emprunteur plutôt que sur le bien. Et donc, effectivement, Oui. on a beau arriver avec tous les calculs en montrant que, mais vous voyez, il y a un cash flow énorme qui est généré. Voilà. On va se dire, oui, mais moi, dans mon logiciel, c'est pas calculé comme ça. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est. Moi, je voyais sur son logiciel, elle me montrait l'écran, il y avait l'indicateur vert. Donc, elle m'a dit non, mais c'est bon, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça. D'accord. Comme vous voulez. Pas de problème. Mais c'est vrai que là, je suis en train de chercher le deuxième. Ouais. Je suis retourné voir le banquier et là, l'indicateur est resté au vert. Mais il m'a dit attention, parce que là, sur cet investissement, vous allez dépasser un taux d'endettement, on va dire, qui est acceptable. Parce que là, donc, si on repart sur un projet à 250, de soi-disant 33%. Voilà, ce fameux seuil dont tout le monde parle, il m'a dit, vous le dépassez, vous êtes à peu près à 40 et quelques si vous reprenez 250 000 chez nous. Ouais. Mais sachez que le reste à vivre, encore une fois, compense. Et ils prennent en plus mes loyers qui tombent depuis seulement 3-4 mois. Mais ils disent, OK, on prend 70% de ces loyers, ça augmente vos revenus. Donc, on vous suit. Ça calcule aussi le reste à vivre, les loyers qui sont ajoutés. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Et il m'a dit, donc au Crédit Agricole, jusqu'à 1 million d'encours, on vous suivra. Après, il faudra voir le patrimoine net. Donc, il regarde d'autres choses. Parce que c'est vrai que quand on fait du différé, on n'a que du patrimoine brut. Au final, c'est de la dette de la banque. Exactement. Mais bon, il faut déjà arriver au million. Quand on arrivera au million, après, on pourra trouver d'autres techniques. Mais il ne faut pas se bloquer sur le financement. Donc, c'est pour ça, moi, pour l'instant, je continue sur le deuxième. Mais il faut que je reste avec un cash flow qui me permette de générer beaucoup, beaucoup d'argent pour enchaîner les biens. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu as trouvé aussi le conseiller qui comprend. Peut-être que celui que tu avais vu avant, je sais pas, au Crédit Foncier, ou alors le courtier dont tu parlais, je crois, eux, ils n'avaient pas forcément compris. Tout ça pour dire que j'entends beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent mais je comprends pas, le conseiller ne veut pas, etc. Mais en fait, au final, je leur dis il faut juste changer et trouver le conseiller qui va comprendre. Parce que ça existe et que, par exemple, tu es un très très bon exemple. Tu as trouvé le conseiller qui dit jusqu'à 1 million d'encours, on peut y aller si vous continuez à faire des opérations qui génèrent du cash flow et que ça permet d'avoir un reste à vivre suffisant. Voilà. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que là, à chaque fois, le conseiller, il me dit ah non, mais moi, je vais investir, je vais faire comme vous. Je dis, vous êtes dans le milieu. Je lui dis, vous n'avez pas un peu, pas une jalousie, mais il voit passer plein d'investisseurs avec des super dossiers et le gars, il finance les gens, donc il rend libre les gens financièrement, mais lui, il reste en tant que salarié. Enfin, moi, je trouve ça, c'est un contresens. C'est les premiers au courant que c'est possible et eux-mêmes n'agissent même pas. Donc, c'est dire si la rat race est forte. C'est-à-dire que même les gens qui sont proches de ça n'agissent pas. Donc, c'est ces déclics qui vont faire la différence. Exactement. Je crois que parmi ce qu'il y a de plus étonnant, c'est même, je dirais, les agents immobiliers qui, au final, les agents immobiliers aussi. Un très faible pourcentage à investir pour eux-mêmes dans des produits anciens, alors que ils ont les bonnes affaires potentiellement. Ouais, ils ont du hors-marché. Et pareil, on leur pose la question comme les banquiers. Ils vont dire non, mais là, je vais le faire. Ah, ok. Mais je ne sais pas ce qui les empêche, mais c'est vrai que pareil, c'est les premiers. C'est même plus avantageux d'être agent immobilier plutôt que d'avoir ce côté financier, parce que je pense que la bonne affaire est plus dure à trouver qu'un financement. Exactement. Ça dépend encore des situations. Non, je suis d'accord. Trouvez d'abord la bonne affaire et ensuite le financement va venir. Ouais. C'est une des devises que j'aime bien dire. Ne vous arrêtez pas. Si un banquier vous dit non, vous allez le trouver, quitte à faire plusieurs. 20 banques. Non, mais c'est du travail, mais c'est possible. Alors, excellent. Du coup, il y a un point que je voulais relever. Tu as parlé dans ta colocation qu'il y avait à peu près 500 € de charges. Ouais. À quoi elles correspondent, grosso modo, dans cette colocation, ces charges? Alors, dans cette colocation donc, que je voulais de tout confort, j'ai ajouté un certain nombre de services donc, qui alourdissent les charges, mais qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui ont un effet waouh, on va dire. Le premier, c'est la femme de ménage. Ok. Donc ça, elle passe pour entretenir le bien, mais les colocataires, franchement, apprécient. Ils ont toujours des espaces communs qui sont propres. Et pour moi, c'est une garantie que le bien n'est pas dégradé, une pseudo-garantie. C'est vrai. Donc ça alourdit les charges. Donc, ça fait une espèce de espion. Voilà, espion infiltré. Voilà, exactement. Et tous les combien elle passe? Elle passe toutes les 2 semaines 2 heures. Et moi, c'est vraiment pour les salles d'eau et les toilettes, parce qu'à 4, c'est vrai que ça tourne beaucoup. Donc là-dessus, on veut qu'il soit à confort.
il faut que ça soit en cohérence avec le prix qu'ils payent. Donc, la femme de ménage, c'est une 50aine d'euros par mois une fois qu'on a déduit les impôts. Donc, il faut profiter de ça. Il y a encore ce fameux crédit à 50%, donc il faut sauter sur l'occasion. Ouais. Après, il y a Netflix. Donc, ça, c'est une astuce qui a maintenant fait ses preuves. Ça coûte 14 euros pour un compte premium. Et en plus, là, le hasard fait qu'il y a 4 accès. Donc, chacun a ses accès. Ils sont super contents. Ils y vont sur leur tablette, les téléphones. J'ai mis la télé 4K avec la barre de son. Donc, aussi, ils peuvent se régaler en commun s'ils veulent. Après, il y a forcément Internet, la fibre qui est inclus. J'ai les charges de copro qui vont être refacturées. Il y a l'électricité. Pour plus de simplicité dans la coloc, c'est toujours la difficulté. Est-ce qu'on fait au réel ou au forfait? Moi, j'ai choisi la simplicité sur le forfait. Tous les mois, c'est 70 euros par colocataire. D'accord. Ça me fait une enveloppe qui est assez confortable et qui me permet d'anticiper d'éventuelles hausses, soit de l'énergie, soit de leur consommation. Mais moi, j'ai un avantage, c'est que tout est inclus dans les charges de copro. Donc, il n'y a pas de dérive sur le chauffage, à part s'ils laissent les fenêtres ouvertes. Mais bon, qui dit fourchette haute de loyer dit peut-être colocataire plus respectueux, bien que ça soit une règle qui ne se vérifie pas toujours, mais ça augmente les chances d'avoir des colocataires qui respectent. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que les loyers hors charge, c'est 420 et 450. Et donc, quand tu rajoutes les 70, ça 520 et 490. 90 et 520. Voilà. Et j'ai peut-être oublié dans les charges la taxe foncière qu'on va proratiser. Et il y a aussi toujours une provision pour travaux, parce que c'est vrai que dans les relevés de charges, on voit les charges de copro, mais après, au bout de quelques mois où on est propriétaire, il y a toujours des charges exceptionnelles, des provisions pour travaux. Donc ça, il faut l'inclure quand même à un minimum 25-30 euros par mois. Il faut l'inclure dans son cash flow. S'il est vraiment très limite à 100 euros, ça nous divise, on retire 30% de son cash flow, donc ça peut faire mal. Bon, là, 500 euros, on a un peu plus de marge, mais il y avait ça. Et aussi toi, c'est très intéressant, ce que je fais également. Toi, tu prends en compte combien de frais de maintenance, voilà, que tu inclus dans tes charges? 30 euros par mois, mais okay. Après, c'est plus ou moins inclus aussi dans les 70 euros que je refacture. Ouais. Parce que là, par exemple, la première semaine d'exploitation, il a fallu réparer le volet. Donc, c'est tout de suite 150 euros pour intervenir. Et ça, je ne l'ai pas du tout anticipé. Et ça, c'est forcément du cash qui sort tout de suite. Donc là, pour moi, ça, c'est inclus dans les 30 euros par mois ou dans les 70 euros. Donc, toujours avoir quand même un petit fonds de roulement de trésorerie pour anticiper ce genre de choses. Ouais, ok, excellent. Et toutes ces astuces sur la colocation, on va dire, de assez haut standing, avec tous ces services, ça, c'est quelque chose que tu as trouvé tout seul, ou alors c'est quelque chose qui était justement indiqué dans la formation et suggéré dans la formation d'Audrey? Alors oui, il y a une partie qui est suggérée dans la formation où ils disent il y a beaucoup de propriétaires, il y a beaucoup de biens et il faut arriver à se différencier aussi dans les grandes villes, même si la demande explose. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a des astuces qui permettent d'augmenter le prix du loyer. C'est-à-dire que Netflix, ça coûte 13 euros et peut-être que je le refacture 4 fois 10 euros. Mais pour les colocataires, c'est transparent. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, en service rendu, eux, ils ont l'impression que je leur paye 14 euros chacun, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça, oui, Audrey, là-dessus, insiste sur cette plus-value, cette valeur qu'on peut donner, mais aussi dans la gestion des besoins des colocataires. Par exemple, au départ, j'allais toutes les semaines à la coloc, puisqu'il manquait quelque chose, ou il y avait un problème de volet, un problème de chasse d'eau. Ce que je faisais, c'est que je leur envoyais un mail, je leur ai dit « Est-ce que vous avez tout ?» Ils me disent « Non, il manque un miroir. » Je dis « Ok, j'achète les miroirs chez Ikea, je vais l'installer dans chaque chambre. » Je finis d'installer les miroirs, ils me disent « Il manque des poubelles aussi. » Ok, mais j'achète poubelles dans chaque chambre, poubelles dans les WC, le porte-serviette, plein de petites choses. Bon, accumulé, ça fait quelques centaines d'euros, mais ils ont l'impression d'être… ils sont vraiment écoutés et ça répond à leurs besoins. Et moi, ça aussi augmente la valeur de ma colocation. Je ne vais pas augmenter le loyer parce que j'ai rajouté un miroir. Et je veux dire, eux, ils savent que c'est du tout confort. Ils ont besoin de quelque chose. C'est justifié. Je l'achète sans problème. Excellent. Ouais, effectivement, c'est bien de viser quelque chose qui est au-dessus du marché. Alors, par rapport à cette formation aussi dont tu parles d'Audrey, tu as dit que tu as eu un soutien en coaching, oui. Donc notamment pour évaluer le plan. C'est intéressant de voir ce type de coaching, on va dire, individualisé dans le cadre d'une formation, parce que je sais que c'est assez rare.
Comment ça se passe en fait dans cette formation de Zoé? Alors, dans les formations, donc c'est vrai qu'il y a deux choses dans la formation, le contenu théorique qui permet, on va dire, de se rassurer sur la méthodologie, sur la spécificité de la colocation. Mais après, quand on est vraiment dans le concret, qu'on a trouvé le bien, des fois, soit on veut pas retourner dans la formation parce qu'elles sont quand même assez étoffées pour trouver l'information. À ce moment-là, on va faire une liste de questions, on profite du coaching pour bien se recaler. Et il y a aussi des points qui sont pas abordés dans la colocation qui correspondent qu'à notre situation. Oui. Donc là, c'est finir de se rassurer sur ce premier investissement avec l'avis d'un expert, quelqu'un qui a déjà l'expérience sur la colocation, et des questions aussi techniques sur les charges pour à peu près évaluer, pour pas se louper, sur la taxe d'habitation, comment ça fonctionne, parce qu'on sait que ça, c'est les premières questions qui ressortent, qui doivent pas nous bloquer, hein. Mais il faut quand même qu'on ait au moins un semblant de réponse sur OK, ça fonctionne comme ça, mais je verrai dans les faits en fonction de la situation. Ce coaching, c'est aussi important que la formation, bien que ça dure 1 heure en présentiel, mais après, on peut toujours échanger par mail. Enfin, après, ça dépend des formateurs. Pas faire de la fausse pub non plus pour d'autres formateurs, mais oui. sur le principe. Non, en tout cas, ça c'est ton expérience avec Audrey sur. Voilà, il y a un support. Après, on va pas la solliciter non plus tous les soirs, mais il faut, dans la mesure du possible, restructurer toutes les questions et puis le faire en one shot. Ouais, ok, excellent. Alors, avant de passer à la fin du podcast, juste une dernière question sur l'aspect mise en location et gestion du bien. Alors, tu en as parlé un petit peu, voilà, tu as eu déjà des petites galères. Des petites galères, enfin, d'un côté, quand tu dis, va rajouter un miroir, rajouter une poubelle, c'est pas une galère, c'est toi qui as bien voulu. Après, tu as eu le volet qui s'est mal passé, mais sur la mise en location, le chantier s'est terminé quand? Et puis, comment ça s'est passé un petit peu la phase de création de l'annonce, publication, et puis les visites jusqu'à signer tes 4 colocataires? 4 colocataires, ouais. Alors, déjà sur la mise en ligne de l'annonce, donc moi, j'avais la chance. L'artisan n'avait pas que des mauvais côtés non plus, mais il faisait aussi des photos pro avec un super appareil photo, donc ça met vraiment en valeur le bien qui m'a pas fait payer. Et les chambres de 9 mètres carrés paraissent largement habitables. Enfin, c'est comme en vrai. Et ça permet vraiment d'attirer beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Donc, ce qui fait qu'en une semaine, j'ai eu une centaine d'appels, donc c'est assez conséquent, qui ont abouti sur à peu près 25 visites. Attends, tu prenais et tu as pris les 100 appels au téléphone? Tu as répondu aux 100? Ah oui, j'ai répondu aux 100. Après, dans ces 100, il n'y avait pas que des sollicitations téléphoniques, il y avait des mails. Mais je prenais le temps de répondre à tout le monde pour aller au bout des dossiers, pour me donner le choix, avoir un maximum de candidatures. 25 visites, c'est quand même assez sport. Au début, donc tous les soirs, j'enchaînais les visites. Ça a duré 1 à 2 semaines après. Mais ça m'a permis vraiment de me poser, d'avoir… sur les 25 visites, j'ai peut-être eu 8-10 dossiers. Donc, c'est ce qui était largement suffisant pour trouver mes 4 colocs. Et je voulais absolument avoir une mixité, une parité sur 2 filles, 2 garçons pour qu'il y ait la meilleure harmonie possible. Il y a aussi, j'avais demandé au coloc, il me disait, donc il y a 2 garçons, bon, c'est le hasard qui a fait que 2 garçons sont arrivés en premier. Et dans la phase de recherche, j'avais dit, il y a 2 filles, mais qui se connaissent déjà, est-ce que c'est un problème pour vous? Elles avaient un super dossier. Et moi, ça me facilitait la tâche, j'avais fini mes recherches. Et ils me disent, non, si ça vous dérange pas, on préférait que ce soit 2 filles qui se connaissent pas. Donc là, pareil, c'est être à l'écoute des colocataires, bien qu'on ne les connaisse pas plus que ça. Et ce qui fait que j'ai continué mes recherches avec ces 25 visites. Et là, j'ai trouvé 2 filles qui collaient. Et en l'espace de 10 jours après toutes ces visites, donc les gens sont rentrés mi-juin, donc 19 juin, 25 juin, et après, je sais plus, je crois le 9 juin. Donc voilà, tout le mois de juin, j'ai pu remplir cette colocation sans trop de problèmes, sachant que c'est une période qui n'est pas vraiment propice, puisque les étudiants vont justement quitter leur logement. Ouais. Là, on se dit, comment on va faire pour remplir la coloc? Au final, c'est d'autres profils. Dans la coloc, il n'y a pas que des étudiants, il y a des jeunes actifs. D'accord. Il y a des étudiants en stage de fin d'études, donc ça a été mon cas, qui font leur stage justement pendant l'été et qui poursuivent jusqu'à Noël ou même jusqu'à plus. Donc, il ne faut pas se dire que c'est que les étudiants. Ça, c'est vrai que c'est une fausse croyance en colocation. Bah oui, et justement, dans les chiffres officiels de la colocation, on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels, les jeunes actifs représentent en proportion, je crois, autant que les étudiants. Oui, c'est quasiment, je ne sais plus, 40-40. Après, il y a aussi des nouvelles populations de personnes âgées qui font des colocations. Il y a des créneaux là qui sont en train de se monter, mais déjà, jeunes actifs étudiants, il y a largement de quoi faire. Ouais, exactement. Et
en termes des baux que tu as cités, tu dis il y en a qui vont faire un stage de fin d'études, donc de juin à Noël. C'est quel Oui. type de bail que tu as signé avec eux du coup? Alors, avec les profils étudiants, donc c'est le bail de 9 mois. Ok. Donc, c'est un bail qui est quasiment identique à celui des jeunes actifs, qui est pour 1 an renouvelable. Mais je crois que celui de 9 mois, il n'est pas renouvelable, donc je ferai attention. Oui, c'est des baux en meublé, c'est ça, oui. Voilà, des baux meublés. Donc moi, j'ai pas mis de caution solidaire puisque j'estime que la demande est suffisante et je voulais pas rajouter des freins à la colocation, déjà que le prix était élevé. Et je me dis, il y a quand même un mois de préavis. J'ai trouvé mes 4 colocs en l'espace de 10 jours. Ça devrait le faire s'il y en a un qui part. Donc là-dessus, des baux individuels collectifs. Et à chaque fois que quelqu'un rentre, je fais un avenant. D'accord. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés par la caution solidaire, mais en tout cas, c'est un bail collectif, puisque, après, si on rentre sur les aspects légaux, mais si la chambre fait moins de 14 mètres carrés, je ne peux pas faire un bail individuel, tout ça. Mais au final, pour le colocataire qui n'y connaît pas grand-chose, lui, il a signé un document où il y a son nom dessus, il est tout seul à le signer. Donc, lui, il peut croire que c'est un bail individuel, alors que c'est un avenant du bail collectif. Voilà. La subtilité, après, une fois qu'on est dedans, c'est vrai que ça paraît plus clair, mais les baux, c'est un sujet qui est assez complexe et pour vraiment tout comprendre, il faut le pratiquer parce que c'est vrai que c'est assez indigeste, c'est pas très intéressant. Donc ça, c'est l'expérience qui permet de mieux s'y retrouver. D'accord, excellent. Bah écoute, c'est vraiment très intéressant toute ton expérience. Si tu veux bien, on va passer à la dernière partie de ce podcast avec les 4 questions que je pose à tous les invités. Ça te va? Avec plaisir, on y va. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, question numéro 1. Est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent? Alors, j'ai écouté, parce que j'écoute beaucoup de livres. Les versions audio? Voilà, la version audio, c'est super pratique. Le dernier livre de NJ DeMarco, donc c'est Unscripted. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler, oui. Voilà, donc je crois que pour l'instant, il est disponible qu'en anglais, mais cet auteur est aussi connu pour l'autoroute du millionnaire, Millionaire Fastlane. Et voilà, le but du livre, c'est de dire qu'il n'y a pas de secret pour réussir, il n'y a pas de secret pour être riche, le seul truc, c'est de travailler. Donc, il n'y a pas d'argent facile. Donc ça, c'est vrai que ça permet de prendre conscience. En plus, il est assez lourd, le livre, il dure plusieurs heures. Il nous dit, ne croyez pas, entre guillemets, les gourous qui vous disent ça c'est facile, ça en 6 mois on devient rentier. Non, quand on va dedans, il faut pas se décourager, mais tout travail, va porter ses fruits et franchement, il permet de remettre les pieds sur terre et de se dire, ok, il faut que je m'investisse dans un projet et que j'aille au bout. Il n'y a pas d'argent facile, rien n'est facile, ça, il faut arrêter de dire ça, mais tout est possible. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, donc voilà, pourquoi pas nous, il faut essayer pour s'en convaincre. Exactement. Merci. Deuxième question, on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur manifeste que tu as réalisée et qui t'a appris beaucoup de choses? On peut revenir sur l'erreur des travaux. C'est payer trop tôt l'artisan parce qu'on a beaucoup confiance. Donc là, prochaine étape, le devis encore plus détaillé, le planning encore plus précis et l'échéancier. Maintenant que j'ai compris un peu comment ça s'enchaînait, comment ça avançait, là, je serai intransigeant sur les paiements. Donc, il faut vraiment que ça corresponde à la réalité. Donc, voilà, cette erreur, même si on sait qu'il faut payer en temps et en heure, tant qu'on ne l'a pas vécu, parce que quand on est face à quelqu'un qui est très persuasif et qu'on ne maîtrise pas ce domaine, franchement, on est… On ne peut pas faire grand-chose. On se fait persuader. On se fait persuader et même si l'erreur a été relevée par des centaines d'investisseurs, on tombe dedans. Mais bon, c'est la meilleure façon d'apprendre aussi. Ouais, effectivement. Excellent. Troisième question. À part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs, des passions dévorantes? Dévorante, oui. Donc je suis cinéphile. Donc pareil, séries, films. Donc j'en regardais une quantité mais astronomique jusqu'au moment où je me suis intéressé à l'immobilier. Donc il fallait faire un peu de place aussi aux formations. Mais je continue quand même un peu. Après le sport, donc beaucoup de sport, beaucoup de badminton, course à pied. Donc ça, j'ai pas diminué avec l'immobilier parce que quand je faisais du sport, j'écoutais justement ces fameux livres audio. Ah ouais, ok. Ouais. Donc là-dessus, voilà, on conciliait l'utile à l'agréable. Et
là, bon, ça a un peu changé. J'avoue que depuis que j'ai eu ma fille, le sport, les films, ça a un peu diminué. C'est une nouvelle organisation, mais il faut quand même que j'arrive à trouver de la place pour l'immobilier parce que le but, c'est justement d'enchaîner. Mais voilà, il faut garder quand même quelques passions. Sur l'immobilier, ça prend beaucoup de temps dans la phase de recherche, de mise en place. Mais après, c'est vrai que ce qui est dit sur Internet sur le fait que ce soit passif, c'est la relation entre le temps et l'argent qu'on gagne. Il y a, par exemple, le mois dernier, j'ai passé peut-être 5 minutes et je touche mon loyer de 2020 euros. Enfin, là, on perd toute notion de 5 minutes, 2000 euros. Enfin, franchement, tant qu'on l'a pas sur son compte, on peut pas le croire. Ouais, c'est vrai. Comme tu le dis, ces 2000 et quelques euros, ça représente la moitié du salaire de votre couple en plus. C'est ça, voilà. Sauf que pour avoir ça, c'est 5 jours sur 7 à aller au travail, les temps de trajet. Enfin, c'est infernal. Tandis que là, beaucoup de travail sur une phase concentrée. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a la méthode, on peut dupliquer, ça on le dit souvent. Faut quand même un peu s'adapter au marché, mais là-dessus, je pense que le premier investissement est le plus difficile, il prend le plus de temps, mais après, c'est un déblocage pour la suite phénoménal. Ouais, effectivement. Et quatrième et dernière question, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais? Justement, ne commence jamais, c'est bien le problème. Et moi, j'ai été le premier à enchaîner les formations. Au final, j'en ai fait 3 pour enfin passer à l'action. Il y a un effet psychologique aussi. Quand on achète une formation, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, on se dit, j'aimerais quand même bien l'amortir. Mais tant qu'on maîtrise pas tout, on n'ose pas. Mais malheureusement, on peut jamais tout maîtriser. J'ai accepté de me lancer sans tout maîtriser, alors que je suis pas comme ça. Mais j'ai appris 10 fois plus et 10 fois plus vite avec ce premier investissement. Donc, on continue à se former tout le temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et après, vraiment, le second point qui différencie les gens qui réussissent des autres, c'est l'équipe. C'est un sport d'équipe, l'immobilier, on le dit toujours. Il y a beaucoup de monde impliqué, on ne peut pas faire tout seul. Il y a le notaire, il y a l'artisan, donc l'artisan clé, le courtier, l'agent immobilier, le chasseur, la banque. Enfin, tout seul, on n'est rien. Au final, nous, on est chef d'orchestre et on doit arriver à trouver les meilleurs partenaires et leur dire bien que c'est une relation sur le long terme, qu'on va leur apporter du business, nous, mais aussi d'autres investisseurs, puisque pour les gens qui hésitent à passer à l'action, moi, ce qui a déclenché ça, c'est aller dans des séminaires. Si vous voyez d'autres gens normaux qui ne sont pas à travers des vidéos YouTube, vous vous dites, OK, franchement, ça a l'air possible, le gars a l'air normal, il a une famille, il a un travail, il arrive à faire ça en même temps, il en a plein, il va bientôt arrêter de travailler. Enfin, ça, c'est élément déclencheur. Donc, arriver à sortir de sa zone de confort aussi, aller voir des séminaires, arriver à parler de sa situation. Donc, ça, c'est super bien. Je conseille vraiment à toutes les personnes de faire ça. Et si je peux dire un dernier point, parce que j'en ai peut-être un peu souffert, on va dire, quand on en parle à son entourage, on passe pour un fou, un extraterrestre. Et le fait d'aller dans ces séminaires, on rencontre des personnes qui ont le même état d'esprit. Et là, c'est vrai que c'est surmotivant. Et ça permet vraiment de passer à l'action, de passer ce cap. Mais après, l'entourage veut nous protéger, ça, il n'y a pas de problème, mais ils reviennent sur leurs paroles qui ont été dites une fois qu'ils voient qu'on a réussi, malheureusement. Mais ils ont été conditionnés comme ça pour nous protéger. Mais il faut aller au-delà et se persuader que c'est possible. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Rémi. Donc, je mettrai les différentes ressources dont tu as parlé, le livre, aussi la formation d'Audrey Perrin, c'est ça? Oui, Audrey Perrin. Alors, je ne sais plus comment l'appeler, colocation gagnante ou à haut rendement, je ne sais plus. Mais ok, c'est vrai que bon, j'essaierai de retrouver le lien. Et puis, eh bien, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter énormément de réussite pour ton deuxième projet, ton troisième projet. En tout cas, au moins jusqu'à 1 million, ça semble d'être… 1 million, facile. Tu sembles avoir le financeur et puis l'équipe de chasse. Bon, l'artisan, peut-être que tu vas en choisir un autre. On va en choisir un autre, on va voir. Mais il ne faut pas se bloquer là-dessus. Mais c'est vrai que ça a permis d'apprendre, donc c'est pas plus mal. Et ben, en tout cas, merci encore pour ton partage et puis pour avoir justement, à travers cela, peut-être incité des gens qui nous écoutent à se dire ok, j'ai une situation similaire, moi aussi je vais me lancer. Merci Rémi. De rien. Je te dis à très bientôt et puis une bonne soirée. Merci, allez, bonne soirée. Salut. Salut.
Et voilà, épisode terminé, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec Rémi. Comme vous l'avez vu au début, il avait un petit peu de stress entre guillemets de faire cette première interview. Et vous voyez que ça s'est très bien passé. Si jamais vous avez une histoire à partager, eh bien n'hésitez pas à me contacter, bruno@investimoclub.com, et ce sera avec plaisir qu'on réalisera une interview pour inspirer tant d'autres personnes. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'appréciez sûrement, et du coup il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de noter et d'aller noter ce podcast sur iTunes notamment. Alors vous trouverez sur la page du podcast, je répète, investimoclub.com/épisode 41, eh bien vous trouverez tout le processus pour mettre un avis et un nombre d'étoiles correspondant à votre satisfaction par rapport à l'épisode, étant donné que ça va jusqu'à 5 étoiles. Vraiment, ce geste permettra de faire grossir encore et toujours le podcast. C'était Bruno, je vous dis à très bientôt. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.